Toujours intéressant aussi d'aller dans des domaines qu'on ne connaît pas, quoi, hein, parce qu'on a toujours tendance à aller dans des domaines qu'on connaît. On Mmh. est expert sur son domaine, très bien. Mais à un moment donné, il faut faire le pas de côté pour aller voir ailleurs. Et le travail de proximité avec les agents m'a toujours intéressé. Voilà, ça, ce lien-là, ce lien humain, ça c'est très très fort. Bienvenue sur les grandes épopées. Je m'appelle Jafar Steblenraji et chaque semaine, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes, aujourd'hui à la retraite ou qui ont tourné une page majeure de leur vie professionnelle. Ils transmettent sans filtre les apprentissages et les anecdotes qui ont marqué leur carrière. Dans cet épisode, plongez dans le parcours de Pascal Provost. Il a consacré sa carrière à l'intérêt général au sein du ministère de la Transition écologique ou encore des Affaires étrangères. Son histoire est une ode à l'esprit d'équipe, un condensé de pas de côté et surtout une invitation à cultiver la curiosité professionnelle. Dans cette première partie, Pascal revient notamment sur sa contribution à la modernisation du bureau d'état civil des Français à l'étranger, la plus grande mairie de France. Il partage aussi ce que l'expérience lui a appris, l'importance de l'humilité dans le management et la conviction qu'on ne réussit jamais seul. Avant de vous laisser avec Pascal, quelques mots sur les singularités de ce nouveau podcast. Pour vous proposer le contenu le plus authentique, inspirant et actionnable, toutes les expériences abordées avec mes invités sont totalement révolues. Cela assure une liberté de ton maximale ainsi qu'une meilleure prise de recul. Les entretiens sont enregistrés dans les conditions du direct au domicile de mes invités, partout en France. J'aborde des parcours de carrière mais aussi les enjeux business associés pour replacer les apprentissages dans un cadre clair. Enfin, les entretiens sont découpés en 2 parties diffusées chaque mardi et vendredi. Et maintenant, place à votre épisode avec Pascal Provost. En 1985, tu as 24 ans. C'est ton premier jour à la direction départementale de l'équipement. Qui es-tu à ce moment précis ? Je suis un jeune homme qui sort de fac, qui a fait des études donc de droit. Ça marchait bien les études, hein, donc pas de souci là-dessus. Et puis qui a fait une école d'administration qui s'appelle l'IRA, l'Institut régional d'administration. Il y en a plusieurs en France et donc moi j'ai fait celui de Nantes. Je suis né à Redon. Le Redon c'est un peu particulier parce que c'est à l'interface de 2 régions et de 3 départements. Donc c'est un mélange déjà de 2 genres et ça, je sens que ça infuse en moi ça. Et donc voilà, j'ai fait des études à Redon, ensuite à Vannes et à Rennes. D'abord j'ai fait du droit public, j'ai pas fait du droit privé, mais je n'étais pas déterminé au départ, hein. C'est au fur et à mesure de mes études que ça m'a paru assez évident que j'arrive dans le public, c'est le public, les services publics, l'intérêt général qui m'a toujours guidé. Donc c'est ça qui m'intéresse, je peux faire différents concours, passer des concours en vrai dans l'administration. Quelques-uns m'attirent, hein, comme en commissaire de police par exemple, ça m'attire déjà à l'époque aussi. Alors les copains passent eux inspecteurs des impôts. Alors je le passe aussi à un moment donné, puis mais je vais pas au bout parce que je me dis: «C'est pas moi, ça m'intéresse pas, je suis pas dans l'inquisition fiscale, je veux pas faire ma vie là-dedans, c'est pas moi». Donc je vais pas à la dernière épreuve et bien m'en a pris puisque les épreuves initiales étaient bonnes. Donc j'aurais été inspecteur des impôts, je crois pas que j'aurais eu le même, plaisir, je dirais, mais je peux me tromper, hein, mais j'ai vu ça de l'extérieur après. Donc voilà, donc l'équipement m'attire. Il faut Pour être honnête, il y avait un poste qui m'intéressait, mais quand on sort de la fac, on connaît pas les métiers. Donc c'était l'aviation civile. L'aviation civile parce que je me disais: «Travaillant dans l'aviation civile, on va certainement voyager. Donc on va aller dans le monde, on va voir ce qui se passe ailleurs». Donc ça m'intéresse. Mais pas de chance, il y a pas de poste. Cette année-là, il y a pas de poste. Donc du coup, je prends, les postes qui m'intéressent et le ministère d'équipement qui était un ministère, dynamique, un gros ministère à l'époque, hein. Eh bien, voilà, je choisis ce ministère-là. Très clair. Et alors aujourd'hui, on est en 2025. Comment est-ce que tu te définirais ? Comment est-ce que tu te présenterais ? Ah bah, écoutez, maintenant je dirais que je suis, quelqu'un d'abord qui a fait sa carrière administrative, mais peut-être pas complètement finie d'ailleurs, hein. Je continue à faire des petites piges ça et là et ça me plaît beaucoup. Donc quelqu'un qui a découvert, un milieu qu'il ne connaissait pas du tout, et qui a pris grand plaisir à s'y mouvoir dans les différentes offres qui étaient possibles au sein de l'administration de l'État.
même si j'aurais pu partir dans la territoriale à un moment donné, on y reviendra peut-être, mais en tout cas, c'est l'État. Et donc voilà, j'ai saisi un petit peu les occasions qui se présentaient à moi au fil du temps pour, forger ma culture administrative et me mélanger à d'autres, cultures parce qu'il y a pas une culture administrative type, il y a des mélanges en fait et donc on apprend à chaque fois. Donc ça, j'ai beaucoup appris, en prenant des virages en fait, en prenant des virages, voilà, il faut peut-être pas prendre des virages pour faire carrière, mais il faut prendre des virages pour y prendre de l'intérêt, ça c'est clair. Donc j'y ai pris, beaucoup d'intérêt pendant ces, on va dire, pas tout à fait 40 ans. J'avais travaillé un petit peu, pendant mes études, donc j'avais les années suffisantes pour pouvoir, officiellement dire, «Je m'en vais». Voilà, si le moment est venu. Super. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc Pascal, bienvenue sur Les Grandes Épopées Merci. et merci de m'accueillir chez toi. Je suis dans le salon, de Pascal, avec un très joli piano, et puis, beaucoup de verdure autour. Donc merci de nous ouvrir, tes portes. Dans ce podcast, pour rappel, on va explorer, 4 momentum, de ta carrière, qui sont des momentum clés. Ce que je cherche à comprendre, c'est comment est-ce que tu as vécu ces momentum à l'époque, mais aussi, grâce à ton recul aujourd'hui, ce que tu en retiens, à la fois pour toi, mais aussi pour, les auditeurs. Et je tenais beaucoup à te remercier, d'avoir accepté de témoigner à ce micro. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés un peu par hasard il y a quelques semaines. J'ai vraiment, tout de suite été touché par la richesse de ton parcours. On va le voir ensuite avec vraiment plusieurs pas de côté qui, j'en suis sûr, vont en inspirer plus d'un. Et donc, je suis ravi de pouvoir, explorer ça ensemble, sur le temps long, cet après-midi. Donc on va essayer de revenir à ce premier job, à la DDE. Donc c'était la DDE de la Sarthe, Oui, pour démarrer. Donc tu prends la tête d'un bureau des logements sociaux. c'est ça. Donc c'est directement un rôle de manager, directement un rôle de gestion et à responsabilité. Quel a été ton état d'esprit au moment de cette prise de poste? Alors ce n'est pas évident parce qu'on n'a jamais managé et quand on arrive, on a 24 ans, qu'on a une équipe, alors c'était une petite équipe que j'avais à au tout départ, hein, de 3 personnes, mais j'ai eu très vite un intérim aussi d'un bureau voisin, donc 7-8 personnes de plus et toutes ces personnes-là étaient bien plus âgées que moi, bien plus expérimentées que moi. Donc on arrive dans un domaine qu'on ne connaît pas. Il faut pas croire que quand on sort de l'école, on connaît le domaine du professionnel et on a managé des personnes plus âgées. Donc c'est pas simple. Moi, tout simplement, j'ai été moi-même dès le départ, je crois que c'est toujours ce qu'il faut être et j'ai été humble en fin de compte, hein. J'ai dit: «Voilà, moi je j'ai pas la prétention de vous apprendre votre métier, vous le connaissez. Par contre, vous allez me l'apprendre, vous, mon métier et je vais on va s'apporter mutuellement». Donc je voyais bien qu'au départ, évidemment, on regarde un petit peu le petit jeune, là, on va voir ce qu'il vaut et cetera. Mais à partir du moment où on est sincère dans sa démarche et transparent et qu'on tient ce discours de vérité-là, bah, ça passe. Parce qu'on est honnête et les gens le sentent. Donc voilà, ça s'est très bien passé. On a formé une équipe, l'équipe elle était très soudée, hein. Vraiment ça s'est très bien passé, tout de suite, y compris pour gérer des très gros dossiers, hein. Je me rappelle d'avoir, travaillé sur un très gros dossier de 5 000 logements à conventionner pour le ministère. Ça s'appelle la ZUP des Sablons, toujours au Mans, c'est une très, très grosse, zone, hein, qui permettait aux personnes derrière d'avoir l'APL. Donc ça, c'est très important, hein, les aides au logement. Mmh. Donc c'était un gros, gros dossier, que j'ai réussi à mener à bien avec mes collègues. Donc ça, c'était une bonne satisfaction, je veux dire, une belle satisfaction d'entrée. Ce que j'ai lu en préparant un peu cet entretien, c'est que aussi l'organisation de la direction départementale de l'équipement était un peu nouvelle parce qu'il y avait des lois, donc les lois Defferre. Tu peux peut-être nous dire un mot là-dessus sur, la décentralisation de l'État? Oui, effectivement, la décentralisation, les lois 82-83 qui vont conférer du «pouvoir» entre guillemets, du transfert de pouvoir aux collectivités territoriales. Donc ça, c'est une révolution à l'époque, hein, parce que l'État était très centralisé et là, il est décidé politiquement et juridiquement derrière de donner du pouvoir aux collectivités et donc le domaine du logement, est aussi touché par ça. Donc il faut aussi, je dirais, ne pas croire que l'État a la science infuse. Il faut pouvoir connecter avec les interlocuteurs. Donc les collectivités et voilà, il y en a des grosses là-bas, il y a la mairie du Mans, la communauté urbaine par exemple, ou le département, qui ont des logements sociaux. Connecter avec ces personnes-là, connecter avec le monde du logement social aussi, les architectes par exemple aussi également qui construisent des logements. C'est un monde nouveau, quoi. Je découvre complètement, ce monde-là et pour la petite histoire, mon hiérarchique partait en retraite, lui, quelques mois après, enfin, moi, une petite année après mon arrivée, ouais, à peine et lui avait décidé il me disait clairement: «Moi à 17 heures je m'en vais». C'était la vieille époque. Donc je m'en vais, j'ai fait mon travail, j'ai fait mon temps, je m'en vais. Sauf que les réunions étaient le soir.
et que donc, il n'était pas là, donc il fallait qu'il y ait quelqu'un et évidemment, c'est le petit jeune qui arrivait qui allait parce que c'était son domaine pour la plupart des choses. Donc je me retrouvais avec mon directeur et le préfet, très souvent en réunion. Alors ça fait peur un peu au départ quand on commence là et cetera, on ne connaît pas, hein, voilà. Mais on sent l'appui derrière et voilà, on sent qu'on est adoubé en fait et donc voilà, parce que je crois que quand on les hiérarchiques sentent l'investissement, sentent, que la personne, y va, bah, voilà, bah, derrière, on est dans la même barque, quoi. Mmh. Et à ce moment-là, c'est quand même un contexte original parce que les équipes que tu manages, elles travaillaient avec une autre manière de travailler avant ces lois. Il y a finalement, si je dis peut-être une bêtise, mais pour moi, il y avait une forme de ch pas perte de pouvoir ou peut-être d'influence ou en tout cas, il y avait Transfert. voilà, on passait vraiment de, l'État qui, décide et qui, délivre en fait finalement toute la chaîne de valeur Mmh. à l'État qui conseille les collectivités, qui essaie de leur donner plus la main sur les décisions politiques et ça finalement, bah, les personnes que tu manageais, ils n'avaient pas forcément l'habitude de travailler comme ça. Toi, tu arrives et c'est déjà ça le contexte. Comment est-ce que tu gères Bah, ce sujet? je le gère avec le recul, en fait, je me rends compte de ça. Je le gère parce que je suis jeune, donc il y a effectivement une évolution, importante au niveau des textes et donc elle n'est pas due à moi, cette évolution, mais je dois la mettre en œuvre. Mmh. Donc et les collègues aussi. Donc c'est pas moi qui suis le responsable. Donc en fait, je les mets avec moi dans l'histoire. Alors on n'a pas le choix, là, on a des textes nouveaux, il va falloir qu'on fonctionne un peu différemment. Je connais pas bien, donc j'ai besoin de vous pour m'appuyer sur les anciennes façons de faire, puisque la personne que je remplaçais était plus âgée et on va s'adapter, voilà, au nouveau contexte. Donc quand on dit les choses comme ça, je crois qu'on les aborde de la bonne façon, hein. C'est une contrainte au départ qui devient une opportunité, en fait. C'est toujours comme ça dans la vie. Les contraintes deviennent des opportunités, c'est très important ça. Ça fait partie des choses que j'ai appris tout au long de ma carrière. Donc voilà, donc on y va comme ça, on s'adapte et ça se passe bien. Et ça dure, combien de temps du coup cette phase un peu de transition? Alors c'est long parce que c'était une vraie révolution, ces textes de 82, 83 et 84 d'ailleurs, il y en a 84 aussi, donc moi j'arrivais tout juste, hein, donc il a fallu, pour l'État, mais pour les collectivités, s'habituer à cette nouvelle façon de faire, c'est le cas de le dire, sans jeu de mots, avec le transfert aussi par exemple des permis de construire à l'époque. C'est le maire qui allait devenir compétent sous certaines conditions, ça change la donne aussi ça, hein, même si l'État restait conseiller. Donc voilà, on a une évolution qui va se faire dans le temps, parce qu'il y a quand même des vieilles habitudes qui perdurent, donc ça change pas comme ça d'une baguette magique. Il faut le faire aussi avec diplomatie, puis avec, oui, avec le sens de l'échange, en fin de compte. Puis cette notion de transfert de compétences aussi, elle est très importante parce que, si je fais un parallèle avec, on va dire le monde de l'entreprise, on peut parfois, par exemple signer un contrat avec, une entreprise dans un autre pays et puis en fait dans le contrat, il y a une notion de transfert de compétences, donc on se met dans une position où on transfère aussi une technologie et cetera. Là, vous êtes, missionné aussi pour transférer vos compétences, sachant que, ça dépend de la taille de la C'est collectivité. ça, Il y en a certaines qui ont de facto pas les moyens de pouvoir récupérer la compétence, donc vous devez la garder, et être dans une posture de conseil. exact. Donc, comment est-ce qu'on gère justement, cette, multitude finalement de contextes? Alors ça a duré effectivement parce que autant je m'occupais du logement social, quand je suis revenu dans quoi, pour le poste suivant, Loire-Atlantique, c'était effectivement le conseil aux collectivités et sur ces domaines-là. Donc des collectivités ont continué à utiliser les services de l'État comme gestionnaire direct et même si le maire signait, sous réserve d'avoir ce qu'on appelait à l'époque un plan d'occupation des sols valide, ce qui n'était pas le cas partout. Autrement, c'était l'État qui restait compétent. Donc dans certains cas, les grandes communes effectivement prenaient la compétence elles-mêmes. Dans d'autres cas, on avait ce qu'on appelait des subdivisions qui instruisaient pour les communes, qui n'étaient pas suffisamment grandes ou les groupements de communes et puis plus tard, mais ça a mis du temps tout ça, ça s'est fait sur 10 ans, 20 ans même, eh bien, il y a eu ce transfert, où les communes ont récupéré elles-mêmes, souvent avec des groupements de communes quand elles étaient petites, cette compétence d'urbanisme, effectivement, ouais. Mmh. Du coup, là, tu fais donc ta première expérience professionnelle à la DDE de Sarthe. Mmh. Tu passes, côté Loire-Atlantique. Qu'est-ce qui motive, cette transition? J'avais toujours souhaité, venir en Loire-Atlantique et notamment à Nantes. Nantes, c'est une ville qui m'attire, hein, donc depuis tout petit en fait, hein, pour d'autres raisons,
C'est toujours une ville qui m'attire et c'est toujours la ville où je me suis dit que je voulais vivre et y travailler. Donc, j'ai une opportunité de revenir sur la Loire-Atlantique, donc je la saisis et j'arrive en DDE de Loire-Atlantique, effectivement, sur un poste d'aménagement et d'urbanisme aussi, oui, et de conseil aux collectivités locales. Donc, intéressant ça. Cette opportunité-là, tu l'as. Enfin, comment ça se passe en fait? C'est du recrutement interne, c'est des postes qui sont ouverts. Enfin, Oui, ce sont des postes qui sont ouverts et en fait les candidats postulent. Voilà, donc vous avez les candidats qui postulent et il y en a un qui est retenu sur CV, sur entretien. Voilà, c'est des mutations. La Loire-Atlantique est un département demandé, hein. C'est difficile à voir. Il faut pouvoir y venir, ouais. Donc quand on y est, on est content d'y être souvent. ok. Et donc là, tu élargis finalement les sujets, les thématiques sur lesquelles tu vas travailler. Oui, un petit peu. Finalement, j'étais sur le logement social exclusivement. Là, je pars sur l'aménagement, l'urbanisme, le conseil aux collectivités, le précontentieux également. Et j'ai l'occasion de faire aussi un intérim long que le directeur me propose, qui est un intérim Alors, de la même façon qu'en SAR, j'avais fait un intérim qui, heureusement, aussi à peine arrivé. Et là, au bout de quelques mois, il me propose aussi un intérim long. Son ingénieur voirie et réseau divers, c'est vraiment quelque chose de très technique, hein, part à la retraite. Et il m'a dit, voilà, je veux pas pourvoir le poste tout de suite, je veux me mettre en intérim et pendant un certain temps. Et est-ce que vous êtes candidat est-ce que ça vous intéresse, quoi? Ouais, je dis, bah oui, mais pourquoi pas? Mais j'y connais rien, je connais pas. J'y connais rien. Donc voilà, il me dit, c'est pas grave, vous allez apprendre. Bon, ouais, très bien. Donc voilà. Et je fais cet intérim qui dure un an et qui me passionne parce que je découvre un univers complètement nouveau. Et là encore, grâce à l'équipe, grâce à ceux qui composent l'équipe, je fais le travail avec eux. Ils savent là aussi, je dis humblement, bah, écoutez, les gars, je connais pas le job, hein. Ouais, je travaille avec vous, mais il va falloir qu'on s'aide mutuellement, quoi. Même chose que la première fois, en fait. Et donc ça marche aussi. Je prends 2 adjoints sur les 2 domaines techniques majeurs, et puis on y va, et on l'a fait pendant un an, et ça a très très bien marché. Et sur cette période-là, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez commun sur réussir à prendre finalement un job de management et construire sa légitimité grâce à l'équipe, en tout cas avec l'équipe. Tu commences à ce moment-là à avoir des éléments de théorie ou des manières de faire. Sans doute un petit peu, parce que il faut dire que par la suite, dès le départ et par la suite, j'ai toujours été dans des postes de management, toujours. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que ça me plaît. Ça me plaît de travailler en équipe, voilà, et de fédérer une équipe autour de moi, des équipes dans des domaines très différents au fur et à mesure de la carrière. Fédérer, rassembler, permettre à chacun de donner le meilleur de soi-même dans une équipe, ça me plaît. Ça me plaît, voilà. C'est des choses qui m'ont bien plu. Voilà, je l'ai découvert après coup, hein, mais effectivement, je dois faire les bonnes choses au bon moment, sans doute, pour que ça se passe bien, parce que c'était pas gagné d'avance, cette histoire-là. À ce moment-là, justement, tu es amené certainement à faire bouger des lignes, à prendre des décisions Oui. qui ont de l'impact. Est-ce qu'il y a eu quand même des moments où tu doutais ou finalement le fait d'être avec cette équipe, avec ces experts, tout se gérait finalement en chambre? Est-ce que tu as des souvenirs un peu marquants? Oui, j'ai des souvenirs marquants. En fait, j'allais en réunion en mairie et on me donnait du monsieur l'ingénieur, moi qui suis un administratif de base, à tout, parce qu'ils pensaient que j'étais ingénieur. Parce qu'au bout d'un certain temps, j'avais acquis quelques compétences de base qui me permettaient de donner l'illusion, même si je ne me revendiquais pas ingénieur. Donc évidemment, c'était assez rigolo et mes collègues souriaient un petit peu avec moi là-dessus. Mais en fait, dans les 2 cas en question, c'est bien en Sarthe qu'en Loire-Atlantique, j'avais l'appui de mon directeur. Donc, dans les 2 fois, voilà, et quand le directeur de Loire-Atlantique était à Grandpont, hein, ici, on était nombreux, on était 1200 personnes, 1300. C'était un ingénieur des ponts et chaussées X-Mine, enfin, c'était une pointure. Donc, quand il vous confie ça et qu'il a confiance en vous, ça vous donne de la légitimité derrière, hein, aussi, quand même. Voilà, donc, mais c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, quand même. Donc, il faut faire ses preuves. Voilà, humblement et voilà. Et c'est toujours intéressant aussi d'aller dans des domaines qu'on ne connaît pas, quoi, hein, parce qu'on a toujours tendance à aller dans des domaines qu'on connaît. On Mm. est expert sur son domaine, très bien. Mais à un moment donné, il faut faire le pas de côté pour aller voir ailleurs, autre chose.
et ça enrichit. Et quand tu fais ce pas de côté, donc qui t'est proposé par ce directeur, ça dure à peu près 1 an. Une petite année, ça, cet intérim-là. En plus de mon travail voilà, sur le bureau, le petit bureau que j'ai à côté, oui, bien sûr. Ah oui, donc c'est vraiment une mission Ah, supplémentaire. c'est en plus. Ah oui, oui. C'est en plus. Ah oui, c'est en plus. Ah oui. Ça va peut-être t'aider pour les coups d'après, parce que j'imagine qu'il y a eu aussi un enjeu avec beaucoup plus de responsabilités, moins de moyens. Donc comment est-ce que Oui, finalement on arrive à s'adapter c'est ça. C'est ça. et donc tu intègres ça finalement à ta feuille de route. Quelque part, effectivement. Effectivement. Et puis évidemment, à partir de ce moment-là, quand ça marche bien, on vous propose autre chose, quoi. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est Ah ben, le directeur, à ce moment après l'expérience réussie, il me dit d'ailleurs. Alors, curieusement, ça se passe en direct avec moi, alors qu'il a 2 adjoints. Parce que la Loire-Atlantique est un gros département, il y a 2 adjoints qui sont des ingénieurs des ponts et chaussées aussi, donc de haut niveau. Et normalement, on dépend, nous, en tant que responsable d'un bureau, de ces adjoints, pas du directeur. Pas à mon niveau, c'est le chef de service qui travaille avec le directeur. Mais pour ça, lui, non, là, il passe par-dessus et je suis en lien direct avec le directeur, donc évidemment, c'est important. Et il suit ça, je vois bien qu'il suit ça, parce qu'il me dit c'est une première en France, ça s'est jamais fait à l'époque, hein. Ça s'est sans doute fait depuis, puisqu'on a mixé les postes, mais à l'époque, c'était pas le cas. On avait des postes d'administratifs ou des postes d'ingénieurs. Et il dit ça s'est jamais fait en France quand il me propose de poste, donc voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour y aller? Donc je lui réponds oui, on fait l'expérience et ça marche bien. Donc à la fin de l'expérience, évidemment, euh, il se passe des choses parce que bon, ça bout de 3-4 ans sur place, moi, sur mon poste et sur l'intérim de celui-ci, j'ai envie de faire autre chose. Et je lui en fais part. Donc il me dit, ah ben, je tiens à vous garder, je vous propose le poste de DRH. Donc 1200 personnes, 1300 personnes même de Loire-Atlantique. C'est pour vous. Mais je vous propose une voiture, je vous propose des avantages à côté parce qu'il voulait me garder. Et je lui dis, je réfléchis. Je réfléchis, je réponds pas tout de suite. Parce qu'il y a éventuellement d'autres pistes. Oui, parce que je me posais des questions. Je dis, qu'est-ce que je fais? Voilà, j'avais d'autres pistes. J'avais une piste, effectivement, d'un poste de secrétaire général dans une grande commune de Loire-Atlantique, d'une part, et d'autre part, un poste au ministère des Affaires étrangères que je regardais aussi et qui m'intéressait. Donc, je revois mon directeur peu de temps après et je lui dis, non, je suis désolé, je décline. Alors, il tombait de haut parce qu'il pensait que j'allais accepter. Je décline parce que voilà, je vais partir ailleurs. Alors à la fois il tombe de haut, puis il me dit vous avez raison, quelque part. Voilà. Partir ailleurs, faire autre chose, si vous le sentez, voilà, faites-le. Quoi. Allez faire autre chose. Et donc c'est comme ça que je suis parti au ministère des Affaires étrangères, ouais. Ok. En 92. Et donc cette étape-là, ce choix, parce que c'est des choses qui sont pas généralement partagées. Est-ce que tu te souviens un peu justement peut-être des éléments qui ont poussé la décision finalement vers le MAE? Qu'est-ce qui t'a fait peut-être douter, ou ça a été quoi un peu les... Ce que j'avais envie de faire, c'est de changer, de connaître autre chose, de changer de culture. J'avais l'impression sur le ministère de l'Équipement, j'avais fait 2 postes et j'avais vu différents volets. Et je voyais ce qui se passait sur d'autres domaines du ministère, bien sûr. Pas d'avoir fait le tour, parce que évidemment il était vaste, mais de voir à peu près. Voilà. Donc je dis ok, je vois qu'est-ce qui va m'intéresser maintenant, quoi. Bon, poste de DRH, pourquoi pas, mais je le trouvais un peu administratif. J'ai dû peut-être voilà, peut-être me tromper, parce que je n'exerçais pas, donc peut-être me tromper. Hein. Donc aller voir ailleurs, découvrir autre chose. Et le ministère des Affaires étrangères, oui, par son volet, je dirais, de mélange derrière un mélange de culture. Ça m'intéresse beaucoup, ça. Parce que c'est quoi le principal changement de culture des organisations? Si on prend ce passage, donc direction à la DDE, au ministère des Affaires étrangères, là avec le recul, La DDE, pour bien comprendre... c'est un domaine un peu technique, un ministère de l'équipement, donc c'est un domaine un peu technique qui peut être en partie confié au privé ou aux collectivités. La preuve, hein, pour l'urbanisme. Voilà. Affaires étrangères, on est plus sur le régalien. Donc voilà, intérieur, justice, affaires étrangères, ça c'est du régalien, c'est de l'État à État. Donc c'est l'État, il ne cède pas ses parts là-dessus. Hein, c'est lui, l'État. Service public au sens noble du terme, au sens profond. Donc voilà, ça, c'est sans doute ça qui joue. Et puis le fait qu'affaires étrangères, je me dis, voilà, ça m'intéresse, je veux découvrir. Je connais pas, je veux découvrir. Voilà. Et là aussi, c'est pour le coup un changement radical, un nouveau métier,
nouvelle organisation. Quand on fait ce type de bascule, sur quoi on s'appuie et parce que tout est presque nouveau. Qu'est-ce que tu as emmené avec toi dans tes bagages, dans ta musette? Bah, j'ai amené avec moi peut-être ma jeunesse. Je suis encore jeune, j'ai 32 ans. J'ai commencé tôt dans l'administration, hein, voilà, donc je suis jeune, je suis encore plein d'énergie. Et puis j'ai envie de découvrir effectivement autre chose, une autre culture. Je sens que c'est autre chose, je sens que c'est différent. Je sens que je vais apprendre, voilà, et que ça va m'apporter. Même si à chaque fois, c'est une remise en cause parce qu'on repart de zéro. Il faut se remettre en cause complètement. Repartir sur une autre façon de faire, d'autres mœurs, d'autres façons de fonctionner. Et pour qu'on puisse comprendre un peu le contexte dans lequel tu arrives, donc il y a le contexte, on va dire, macro, politique. On est en 92. Oui, Donc il y a, comme ça, fin 91, la chute de l'URSS, il y a certaines guerres, il y a oui. le début de l'Union européenne. Ouais, on a Maastricht qui est enfin, on a beaucoup de choses qui changent, effectivement. On est dans un monde qui est en pleine évolution, voire révolution, effectivement, hein, parce que la chute du mur, c'est 89. L'URSS, effectivement, tombe peu de temps après. Et donc là, il faut repartir sur une autre géopolitique mondiale. Donc c'est vrai que, alors c'est intéressant aussi, mais c'est l'inconnu. C'est C'est l'inconnu. doublement l'inconnu. C'est l'inconnu, effectivement. Donc voilà, mais l'inconnu, on ne l'affronte pas tout seul, hein. On dit voilà, on va travailler tous ensemble pour voir comment on peut, en tout cas pour défendre les intérêts français, agir au mieux dans ce contexte en complète évolution, effectivement. Parce que là, en quelques mots, le rôle que tu prends, ça consiste en quoi? C'est quoi les missions principales? Alors je me retrouve dans un service qui s'appelle, alors c'est curieux, hein, c'est la plus grande mairie de France, le service central d'état civil, qui est à Nantes, parce que je tenais à garder mes bases à Nantes. La direction était parisienne au Quai d'Orsay, mais la sous-direction était nantaise, donc je faisais les navettes entre les deux. Et donc je m'occupe de tout ce qui est gestion des actes des Français anciennement, enfin des pays anciennement sous souveraineté française. Tout ce qui est empire colonial au sens large du terme. Hein, ça va sur l'Afrique noire, ça va sur les protectorats du Maroc ou de la Tunisie, sur le département d'Algérie, bien sûr, sur l'Asie, hein, tout ce qui est Vietnam, tout l'Asie, voilà, les comptoirs de l'Inde, comme Chandernagor, enfin c'est un truc, enfin c'est extraordinaire. C'est une richesse de registres derrière, incroyable. Et donc il faut aussi moderniser ça, parce qu'on a je me souviens des petits cahiers d'écoliers, enfin des actes d'état civil parfois sont marqués sur des petits cahiers d'écoliers, des petits formats quoi. Et puis parfois c'est un livre qui fait presque 1 mètre de hauteur. C'est c'est ça. Et Extrêmement donc divers, finalement. complètement divers, avec des conservations diverses et variées, donc il faut pouvoir conserver tout ça et faire des opérations de numérisation. Donc là, on fait une grosse opération de numérisation dès cette époque. Là, on est en avance parce je prends mon poste en 92, on fait la numérisation en 93-94. Et un gros truc, voilà. Alors, ça a continué après, mais c'était les débuts de ce qu'était la numérisation, effectivement. Donc c'est une modernisation, en fait. Donc ça, c'est une de tes modernisation, missions. oui. Une de tes missions, c'est cette C'est phase ça. de numérisation. Oui. Puis La gestion d'un groupe important aussi, hein, parce que là, il y a 35 personnes. 35 personnes à gérer. Pareil, ils voient quelqu'un débarquer, ils regardent, hein, ils sont tous là depuis quelque temps, la plupart, ou la plupart d'entre eux en tout cas, et donc ils voient un jeune encore assez jeune, arriver, ils disent qu'est-ce qu'il veut nous faire celui-là, quoi. Donc il faut aussi gagner la confiance, quoi. alors, quelles sont tes clés, quelles sont tes petites astuces? Qu'est-ce que tu as fait finalement? Mais la même chose à chaque fois, c'est-à-dire que voilà, j'arrive de l'extérieur, je vais pas vous apprendre votre métier, vous le connaissez, mais je vais regarder ce que vous faites, on va regarder ensemble, et puis on va voir comment on peut moderniser ça, comment on va pouvoir avancer ensemble sur ça. Travailler beaucoup aussi, c'est-à-dire que les heures n'étaient pas comptées quand même, donc ça se voit aussi, quelqu'un qui travaille. Il n'est pas en train de donner des leçons, il travaille, il montre l'exemple. Et puis, on peut faire des travaux ensemble, c'est-à-dire que même s'il y a du travail de logistique à un moment donné, le chef, il y est, quoi. Et il s'est retroussé les manches, et puis il y est également à faire la logistique quand il y a besoin d'en faire. Donc, et puis après, il va être au comité de direction, soit l'aspect stratégique, mais il est multifacette. Voilà, il est multifacette. Un travail en équipe. Le travail de proximité avec les agents m'a
toujours intéressé. Voilà, ça, ce lien-là, ce lien humain, ça, c'est très, très fort. Parce que du coup, les agents que tu manageais, Oui. c'était sur ce type de projet, donc par exemple le projet de migration, où il y avait aussi finalement des éléments plus opérationnels. Alors, l'opérationnalité quotidienne, c'était la distribution des actes d'état civil. Le service recevait dans son ensemble, il recevait, alors je n'ai plus en tête exact le nom, mais je crois que c'est plus de 5000 courriers jour. C'était des courriers encore à l'époque, des courriers, les papiers. Donc, évidemment, ça pouvait vite s'entasser si on ne traitait pas rapidement les actes avec des recherches parfois fastidieuses, puisque ce n'était pas informatisé. Donc, il fallait chercher à l'acte, à l'année, trouver le bon nom, etc. Enfin, voilà. Il y avait ce travail du quotidien, voilà, d'une part, et derrière, en disant, voilà, comment on va pouvoir avancer, comment on va pouvoir améliorer et moderniser tout ça. Ouais. Et donc, tu gères ces 35 personnes, il y a de l'opérationnel, il y a du projet, il y a du mode projet. Il y a un contexte qui fait que il y a des projets ou on va dire de l'opérationnel qui est un peu plus complexe. Oui. Comment est-ce que tu intègres ça? Parce que ça change, ça fait aussi un peu évoluer le métier, j'imagine. Oui. Oui. Je disais que tu travaillais aussi sur du précontentieux, sur des situations un peu complexes. J'imagine que compte tenu du contexte, le volume de ce type de dossier explose, non? Je ne sais pas si on avait une augmentation du nombre de demandes. Peut-être, c'est possible. C'était pas la baisse en tout cas, ça c'est sûr, effectivement. Donc oui, non, c'est vrai. Il y avait du travail. Ce que j'ai oublié de dire là, c'est que en fait, j'avais quitté le ministère de l'Équipement, mais je me retrouvais en détachement. C'est une sorte de prêt d'un ministère à un autre, voilà, qu'on sollicite pour une période déterminée et qui s'achève normalement au bout de 2 ans ou 3 ans. Voilà, on aurait dû se terminer là, a priori. Et alors, ça ne se termine pas au bout de 2 ou 3 ans. Et non, parce que toujours pareil, c'est marrant, hein, c'est le fil rouge. Le sous-directeur à l'époque, donc, il m'avait confié cette tâche, donc il était satisfait de mon travail. Et donc, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, il dit voilà, bon, ça y est, ce travail-là est fait, donc, mais vous êtes juriste, donc j'ai envie qu'on crée un bureau des affaires juridiques parce qu'il y a beaucoup de dossiers un peu précontentieux, contentieux ou des conseils d'ordre juridique pointus quand même. Et puis je vous sens bien là-dessus. Même chose que le poste précédent. À chaque fois, on se sent bien sur les trucs qu'on me propose. C'est bien hein, parce que ça veut dire qu'on se sent désiré à ce moment-là. Et je dis bah oui, ça m'intéresse. Oui. Donc je repars effectivement sur un nouveau détachement, sur un poste de chef du bureau des affaires juridiques. Oui, voilà, qu'il faut créer pour travailler sur tous les dossiers un peu pointus cette fois, l'état civil. Donc là, on est sur du droit international privé. Ça me passionne, quoi. Parce que là, cette expertise-là, toi, tu l'avais au travers de ta formation, parce que dans les premiers jobs que tu as eus, il n'y a pas cette dimension de droit international. Non, je suis juriste, mais j'ai pas eu l'occasion d'exercer en tant que juriste, même si mes connaissances juridiques me servent au quotidien, sans rendre compte. Mais aussi un peu de précontentieux sur le poste en dédié au droit atlantique quand même, mais c'est assez light, je trouve. Donc là, on est sur du juridique quand même, il y a un magistrat d'ailleurs, il y a un magistrat détaché aussi, une magistrate, et puis moi, le conseiller, chef du bureau des affaires juridiques. Voilà. Et alors, quand on est dans ce type de rôle, moi j'imagine que c'est des rôles qui ont un gros impact sur les gens, les décisions que vous prenez. Jusque-là, c'était, on va dire, indirect à travers l'aménagement du territoire, à travers l'équipement. Là, on est sur ce qui définit les gens, l'état civil, sur des cas complexes. Comment on gère cette pression? Comment est-ce que... Enfin, tu as 32 ans. Alors, il faut exercer d'abord... On est juriste, hein, donc il faut exercer de manière juridique, en appliquant les lois et les textes réglementaires. On ne va pas extrapoler, hein, donc... mais il faut effectivement appliquer nos lois et les confronter aux lois étrangères aussi, hein, effectivement. Alors, j'ai tout particulièrement travaillé sur les questions de mariage mixte, énormément. Le mariage mixte, voilà, ça c'est un domaine que je connais très bien, sur lequel j'ai vu beaucoup de choses. Mais on travaille également sur les questions, donc ça c'est plus au mariage mixte, ça va être le Maghreb, ça va être l'Afrique noire, Turquie. Beaucoup. Et puis autrement sur des thématiques différentes comme les mers porteuses en Californie. Ça c'est encore autre chose. Voilà. Et puis à un moment donné, c'est curieux, mais j'ai encore récupéré un intérim là des TARC qu'on m'a mis ensuite, je crois, carrément de mémoire, qui est le bureau des transcriptions judiciaires. Et là, c'est tout ce qui est de l'adoption internationale.
Voilà. Donc là, oui, ça concerne pas mal d'actes par an, 4000 actes à peu près, beaucoup sur l'Asie à l'époque. Ouais. Et là, vu le volume, c'est pas qu'un travail d'expertise, c'est aussi un travail de gestion d'équipe. Enfin, tu Oui, constitues une équipe. oui, oui, il y a une équipe derrière d'une dizaine de personnes, effectivement, parce que il faut gérer ça. Alors, il faut gérer, mais il faut définir les règles déjà, juridiques, et ensuite les appliquer et les dupliquer dans nos consulats et ambassades françaises à l'étranger. On est le plus grand réseau diplomatique et consulaire au monde, après les États-Unis à l'époque, on est deuxième. On doit être quatrième maintenant, je crois. Donc il y a partout et on fait d'état civil partout. Donc on a des Français partout. Donc il y a des enjeux derrière, effectivement. Ouais, tout à fait. Et à ce moment-là, donc cette équipe, tu la constitues. Oui. Elle n'existait pas. Alors, elle n'existait pas, non, c'est vrai. Il y avait une personne ou deux qui exerçaient de façon un peu indépendante, on va dire. Donc moi, je fédère l'équipe. En fin de compte, je réunis cette équipe et je la constitue effectivement de manière à avoir une équipe, une vraie équipe, oui, on est entre 8 et 10. Enfin, ça évolue, hein, parce qu'après, on a de plus en plus de dossiers et on monte un peu. Mais oui, une dizaine de personnes, on va dire. Ouais, ouais. Et j'imagine que tu gères beaucoup de cas spécifiques, enfin en tout cas toi ou Oui. ton équipe. Est-ce que finalement il y a aussi un lien avec la manière dont se font les lois ou comment elles évoluent du fait de Oui, la confrontation avec le réel, on va c'est dire? vrai. C'est vrai. Alors effectivement, quand je suis arrivé, mais le travail avait été fait précédemment un petit peu même beaucoup par la conseillère juridique, on constate une Française peut se retrouver mariée sans le savoir, par exemple. C'est un cas très particulier, puisque dans un certain nombre de pays dans le monde, le consentement de la femme est exprimé par l'homme, en fin de compte, qui est le père ou le frère. Et donc on avait des cas où nos binationales, c'était souvent des binationales, se retrouvaient mariées sans le savoir. Et donc c'est intolérable, sauf qu'on ne pouvait pas le défendre devant un tribunal, puisque aucun article du Code civil ne le stipulait. Donc on pouvait être représenté par défaut. Donc on a effectivement fait voter cette loi-là, qui oblige effectivement la comparution du conjoint français, enfin sa présence en fin de compte, à son mariage. Voilà, ça paraît aller de soi maintenant, hein, mais ça n'allait pas de soi. Et donc ça nous a permis d'éviter des abus où on avait évidemment des binationales particulièrement qui se retrouvaient mariées sans le savoir. Donc ça, évidemment, ça impacte directement les personnes. Ouais. Ouais. C'est énorme. Et dans ce cas-là, c'est toi qui portes la relation avec les personnes qui légifèrent. Enfin, comment ça se passe? Oui, c'est-à-dire que là, le dossier avait été monté juste avant mon arrivée par la conseillère juridique. Et effectivement, c'est porté à ce moment-là. On est des experts là-dessus, donc même notre ministère ne connaît pas bien. Nous, l'expertise, elle est chez nous. Donc on travaille là-dessus avec le garde des Sceaux, à ce moment-là, les services du garde des Sceaux, pour pouvoir ensuite faire adapter la législation, puisque c'est l'état civil. Là, en l'occurrence, c'est le garde des Sceaux sur ce point-là qui va être consulté. On a travaillé d'ailleurs aussi avec le garde des Sceaux sur une refonte interministérielle de l'instruction état civil, qui est un gros chantier qui n'avait jamais été entrepris depuis 20 ou 30 ans, mais on l'a entrepris sur plusieurs années, un certain nombre d'experts français, et donc de villes françaises d'une part, et nous pour la partie affaires étrangères. Ouais. Ok. Et à ce moment-là, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des contextes politiques français où il y a une évolution de la loi. Il y a la loi Pasqua en 93, il y a la loi Guigou en 98. À la fin des années 90, Xavier Guigou est ministre, effectivement. Ouais. Donc il y a du mouvement aussi dans le rapport à la nationalité, Oui. l'automaticité de la nationalité française. C'est vrai. Que ça t'impacte, toi? Ça impacte effectivement. Au fur et à mesure du XXe siècle, il y a eu plus ou moins une automaticité, par exemple, d'acquisition de nationalité par le mariage. Donc, après la guerre, elle était automatique, il fallait repeupler la France. Donc, quelqu'un qui épousait un Français ou une Française devenait à son tour français immédiatement. Et puis après, au fur et à mesure, on a créé des délais de 6 mois, 1 an, etc. Des délais plus longs, puisqu'il y a eu malheureusement un certain nombre d'abus, de fraudes constatées, de vice du consentement en fin de compte, mais de la part d'un des deux conjoints, pas les deux. L'un était souvent consentant, le français, et l'étranger l'était moins, puisque voilà, il le disait ouvertement après, enfin, c'était avéré. Et donc on a eu des délais effectivement ensuite. Donc ça pouvait avoir des incidences effectivement sur le nombre de mariages. Mais même à la période où j'étais quand même, je continuais à avoir une explosion du nombre de mariages mixtes quand même. Ouais. Ok.
Donc finalement, ce que je trouve assez impressionnant, c'est que toutes ces lois, tout ce qui se passe autour influe énormément sur finalement ta mission. Euh, Oui. et puis, comme tu le disais juste avant, finalement, ton rôle, c'est pas de dire ce qu'il faut faire, c'est d'appliquer d'appliquer la loi. Oui, alors Finalement. c'est appliqué, mais je considère qu'un cadre digne de ce nom doit faire remonter ce qu'il constate. Donc il applique la loi et s'il constate des anomalies, exemple, ce qu'avaient fait avant moi les collègues concernant Manque de consentement. voilà, de comparaître, d'être présent, ouais, ça c'était essentiel. Il avait constaté que ça n'existait pas et qu'il y avait des anomalies là-dessus. Donc mais qu'est-ce qu'on fait? On fait remonter au ministère, à la chancellerie, la question en disant là il y a une anomalie, il faut saisir le législateur de la question, parce que c'est trop important. Donc il faut aussi pouvoir éventuellement faire remonter des points qui méritent de l'être. Mais après, bien sûr, un fonctionnaire, il applique, lui, hein, c'est pas lui qui fait la loi, il applique. Et tu as des souvenirs saillants, peut-être un souvenir saillant justement d'une analyse sur le terrain qui, en dehors de celle-ci dont on vient de parler, qui a peut-être fait bouger les lignes ou en tout cas qui a Ouais, marqué, qui a fait réagir? ouais peut-être en Californie, effectivement, avec une personne une personne d'un certain âge, une femme française qui s'était fait implanter un embryon, donc voilà. C'est possible là-bas, hein, tout à fait, moyenne en finance, et ça allait pas en France, donc cette personne, effectivement, voilà, elle est allée au terme de sa grossesse à un âge très très avancé, effectivement. Donc là, ça m'a marqué quand même. C'est le record de France toujours actuellement d'ailleurs. Mais évidemment, il y avait de quoi dire là-dessus parce que c'était pas conforme à la loi française, mais c'est conforme à la loi étrangère. Donc il fallait bien sûr saisir les autorités et puis ensuite, en l'occurrence, le procureur de la République du domicile de la personne en question pour un suivi du dossier. Et c'était nécessaire. Mais à l'époque, les procureurs, souvent, n'étaient pas très compétents. Et donc, on avait souhaité avoir la compétence en matière d'état civil avec l'étranger sur un procureur voilà, précis. Et donc, c'est celui de Nantes qui a l'autorité compétente maintenant pour tout ce qui se produit à l'étranger. Parce que lui et ses équipes sont compétents pour pouvoir statuer. Moi, il m'arrivait assez régulièrement de faire des cours de droit comparé à des procs français pour qu'ils défendent le dossier, eux, devant leur tribunal. C'était pas normal. C'était pas normal. Donc là, on avait souhaité que la compétence du parquet de Nantes soit nationale sur le sujet, et c'est le cas, effectivement, maintenant. Et ce passage-là, tu y étais à ce moment-là ou c'était ça non, c'est fait après, mais ça avait été appuyé à mon époque, effectivement. Le temps long, le temps que ça se fasse. Il faut du temps, bah oui, la décision derrière. Ça veut dire que le parquet doit grossir. Enfin, ça ne se fait pas du jour au lendemain, tout ça. C'est un temps long. Et il faut que plusieurs personnes le disent aussi. Pas que ce soit obligatoirement une seule personne. Il faut que ce soit corroboré par des faits, par des remontées de plusieurs témoignages. Bah oui, voilà, tout à fait. C'est normal. On ne va pas dire, tiens, j'ai l'impression que. Bah oui, non, ça ne suffit pas. Il faut quand même. C'est un travail sérieux, quand même, tout ça. Et donc, il y a ce deuxième cycle au MAE. Ouais. Et d'après ce que je sais, c'est que tu ne t'es pas arrêté là. Ça non, a continué. j'ai beaucoup voyagé quand même au ministère des Affaires étrangères, donc ça m'a passionné, puisqu'on a des consulats, des sections consulaires d'ambassade partout dans le monde. Donc évidemment, j'allais voir ce qui se passait, soit en inspection, soit en conseil contrôle. Et ça m'a beaucoup plu, ça, parce qu'il fallait s'imprégner de la culture locale pour pouvoir mieux travailler les dossiers à l'international. Donc l'imprégnation de la culture des pays en question, ça m'a beaucoup plu. J'ai appris là aussi. Voilà. Donc en fait, il passe d'un job qui est au départ plutôt local, donc à Nantes, mais avec une visée internationale. Tu travailles avec un réseau d'agents qui sont dans le monde, dans un certain nombre de pays. Donc c'est déjà aussi la coopération avec une équipe qui est un peu partout. Oui, ça doit absolument. être à l'époque en plus peut-être plus complexe qu'aujourd'hui, je sais pas. Non, je ne sais pas, non. En tout cas, effectivement, il faut pouvoir communiquer là où il y a des enjeux plus importants. Les enjeux ne sont pas importants partout de la même façon. Il y a des endroits plus stratégiques. Donc c'est là où on a nos populations françaises qu'il faut intervenir de façon plus forte. Donc c'est là où je suis plus amené à me déplacer. Sachant qu'ayant créé le poste, évidemment, j'ai indiqué en créant le poste qu'il fallait avoir les possibilités de se déplacer.
sur le terrain pour mieux faire le travail. À la fois conseiller, contrôler aussi, mais conseiller aussi les postes, voilà, sur la façon de faire. Donc c'était nécessaire. Donc j'avais les crédits aussi pour le faire. Je crois que c'est plus difficile maintenant. Malheureusement, les crédits baissent un peu partout et c'est dommage parce que derrière, je trouve que qualitativement, c'est moins bien de ce fait-là. Et donc à ce moment-là, tu es toujours attaché donc, directement à ce... D'ailleurs, Alors, je suis en détachement du ministère d'équipement toujours, mais il a été renouvelé plusieurs fois, mon détachement. Et à un moment donné, je dois aller avec le directeur. Alors, j'ai un sous-directeur à Nantes et j'ai un directeur à Paris. Et le directeur à Paris m'emmène dans une mission diplomatique et consulaire au Maroc. Et je sais comment il fonctionne, hein, mais bon, il est un peu rude, on va dire. Et avec lui, ça passe ou ça casse. Hein, Alors avec mon sous-directeur, ça cassait, ça passait pas. Et donc il ne pouvait pas s'entendre, ça marchait pas. Et donc avec moi, je vois bien qu'il me teste un petit peu quand même. Hein, il me teste. Et bon, par chance, ça s'est bien passé, donc ça a passé. Donc après, j'avais un fidèle soutien parce que je souhaitais, si possible, rester aux affaires étrangères à la fin de mes détachements renouvelés. Mais un contexte particulier à l'époque a fait que voilà, la France-Afrique se terminait, le ministère de la coopération allait disparaître. Il avait été retenu, je dirais, un peu de force par Mitterrand et Chirac. Puis à un moment donné, il n'avait plus de légitimité, il fallait l'absorber dans le ministère des Affaires étrangères. Sauf que les syndicats corporatifs du ministère des Affaires étrangères ne voulaient pas du ministère de la COP à l'intérieur, en disant on ne mélange pas torchon et serviette, les diplomates avec les coopérants, ça n'a rien à voir. Il y en avait 3000 coopérants qui allaient. Donc le ministre avait dit c'est la décision du président, c'est comme ça, et moi j'applique. Hein. Et donc les syndicats avaient maugré là-dessus et en disant on a déjà les gens en détachement qui ne sont pas du vrai diplomates, donc on a en plus les gens de la COP. Vous nous imposez les gens de la COP, donc il faut que les gens en détachement s'en aillent. C'est ce qui s'est passé. On était quand même un certain nombre, plusieurs centaines, c'est sûr, probablement plus de 1000 d'ailleurs. Et donc, par vagues successives, tous les détachés d'autres ministères regagnaient leur pénate. Voilà. Et donc, moi, j'ai été prolongé plusieurs fois et mon directeur me soutenait. Et à la fin, il m'a reçu. Il m'a dit c'est trop vous, je peux pas vous. Désolé, je peux plus parce que le ministre a promis et vous êtes dans les 3 derniers. Mais Ah oui, sur toute la... Oui, sur tout le paquet. Il n'y en a plus que 3. Ah oui. Et donc, je suis obligé de... Voilà, même si je regrette fortement. Voilà, donc du coup, j'ai quitté Affaires étrangères pour rejoindre... Normalement, je devais rejoindre le ministère d'équipement. Normalement. Très bon teasing. Bravo. Vous venez d'écouter la première partie de mon échange avec Pascal Provost. La suite, disponible dès vendredi, sera un nouveau condensé d'apprentissage suite à son départ contraint du ministère des Affaires étrangères. Nous parlerons notamment de l'arbitrage qu'il a remporté à Matignon face à Bercy, en démontrant que l'État pouvait être un acteur exemplaire, de son rôle dans la création des DREAL, né de la fusion de 3 directions régionales aux cultures très différentes, ou encore de la co-création d'un club d'entreprise pour bâtir des ponts entre acteurs privés et services publics. Si cet épisode vous a plu, la meilleure façon de soutenir les grandes épopées, c'est de le partager à une ou plusieurs personnes de votre entourage à qui il pourrait être utile. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous pensez à une personne de votre entourage qu'il faut absolument que j'accueille à ce micro, écrivez-moi sur LinkedIn ou par email sur jafar@lesgrandesépopées.fr. À vendredi!